Donc, bonjour à tous, bienvenue sur 40K Mini Podcast. Aujourd'hui, on va parler de la méta des Space Marines, donc qui revient un peu à être la méta de 40 000 aujourd'hui. Donc, dans cette analyse, on va mettre un petit peu tous les codex Space Marine ensemble, puis ensuite on va disséquer un petit peu ceux qui sortent du lot. Donc, d'un point de vue global, ils ont des bons stratagèmes. Donc, déjà sur la V8, on a bien vu que les stratagèmes c'était très puissant. Les Space Marines donc peuvent avoir beaucoup de points de commandement puisqu'ils ont des bonnes troupes. Donc du coup ils peuvent faire beaucoup de détachements, beaucoup de bataillons, voire même des brigades. Hein. Ça fait partie des armées qui peuvent sortir des brigades à 2000 points. Donc c'est assez intéressant. Pourquoi ils peuvent sortir des brigades C'est forcément parce que toutes les unités sont bien. Alors elles sont forcément, il y en a des meilleures que d'autres qui sont très clairement au-dessus du lot. Mais il y a peu d'endroits où les Space Marines n'ont pas d'unités qui sont suffisamment performantes et avec des coûts en points assez optimisés. Donc par exemple, pour sortir 3 soutiens, il suffit de mettre 3 canons Thunderfire ou 3 unités d'Eliminator. Bon, clairement, tout le monde peut mettre 300 points pour ce genre d'unité. Euh, Ensuite, il y a juste les attaques rapides qui sont un peu compliquées. Souvent, les gens vont mettre des motos ou des motos d'assaut, des choses comme ça. Enfin, c'est juste pour remplir les slots. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux dans le codex, mais par contre, par rapport aux autres codex, c'est suffisamment bon pour être jouable. Alors pas plus qu'autre chose, hein, mais juste jouable. Et du coup, l'ajout de points de commandement permet quand même de compenser on va dire le léger manque d'efficacité, parce que une moto d'assaut Space Marine, certes, ça n'a pas un impact énorme. Maintenant, par rapport à beaucoup d'autres unités dans d'autres codex, l'impact est quand même suffisant. Donc, qu'est-ce qui fait aussi que le codex est fort? Eh bien, c'est l'avantage d'avoir des troupes fortes. La troupe de base, maintenant, c'est devenu les primaris, hein, les intercessors, qui ont le gros avantage maintenant avec les bolters discipline, hein, de pouvoir faire jusqu'à bolter discipline plus stratagème, hein, d'avoir 4 tirs par figurine. Donc 4 tirs de bolter plus les doctrines, donc ils peuvent augmenter la PA. Ça devient assez énorme. Alors il y a aussi différents types de bolters, hein, les bolters stalker, qui peuvent monter du coup sur la PA-3 avec 2 dégâts. Ça devient très très fort. Déjà, ça peut tuer du Marines, hein, ce qui est quand même important dans la méta d'aujourd'hui, mais ça peut aussi tuer du véhicule ou autre. Donc le fait d'avoir des troupes fortes, c'est bien, parce que forcément la troupe c'est le cœur de votre armée. Ça permet d'avoir des escouades qui font en gros une centaine de points. Comme toutes les troupes classiques, pour ces 100 points, vous allez avoir 5 primaris qui peuvent faire jusqu'à 20 tirs. Voilà. Si vous en avez 10, ça peut aller faire 40 tirs. Donc c'est très fort. En plus, ça tank, parce que si vous les mettez à couvert, vous êtes quand même sur une 2+, ou en choisissant le trait de chapitre qui va bien, vous pouvez arriver à un 2+, à plus de 12 pouces. Donc c'est assez efficace, ça a beaucoup de tirs, et aussi ça caque pas mal. Alors ça paraît pas énorme, mais à la première phase de cac, vous avez quand même 3 attaques par mec, donc 3 attaques de force 4. Ça tape à peu près comme un orc, certes vous en avez beaucoup moins, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas ridicule combiné au tir. Donc une bonne troupe, donc ça permet d'avoir beaucoup de détachements et donc d'avoir beaucoup de points de commandement. Ça tombe bien, vous avez des bons stratagèmes. Ensuite, l'autre chose, c'est qu'ils sont aussi des bons QG. Donc avec les maîtres de chapitre qui permettent de relancer toutes les touches. Donc contrairement aux autres armées, du coup, ces relances ne sont pas impactées par les modificateurs. Et beaucoup d'armées permettent de relancer les 1. Là, vous relancez tout. Donc en fait, ça veut dire que vous avez des taux de touche qui sont proches des 100% contre la majorité des armées. Voilà. Après, si vous avez des armées à fort modificateur, vous allez vous retrouver à plus de 50% de touche. Par rapport, par exemple, à d'autres armées comme les taux, où vous allez être à plus proche des 10% de touche, c'est clairement très significatif. Ensuite, les bolters avec de l'APA, forcément, ça permet aussi d'attaquer du véhicule,
et puis la relance D1 pour blesser grâce au lieutenant, permet d'être efficace même contre les cibles contre lesquelles les Space Marines ne devraient pas être efficaces. Donc on a des listes, notamment Imperial Fist ou Imperial Fist successeur, qui vont utiliser des masses de Primaris, c'est-à-dire une trentaine ou une quarantaine d'intercessors, avec les 6 pour toucher, donc ils vont se transformer en 2 touches ou 3 touches. Ça va commencer à s'accumuler avec toutes les relances, vous allez arriver à donc des taux de touche de plus de 100%. Donc si vous avez 40 figurines, que vous allez développer en tout une centaine de tirs, avec un peu plus de 100% de touche, on imagine bien que vous allez pouvoir faire tomber beaucoup de choses. Donc si vous avez une centaine de touches contre une armée horde, forcément, avec la relance des 1 pour blesser, et que vous avez blessé sur 3+, voire 4+, des adversaires qui n'ont pas une très bonne sauvegarde, vous comprenez bien que ils vont pas survivre longtemps. Même si vous tapez sur de la cible avec de la grosse enduit, vous allez souvent blesser sur du 5. Du 5 avec moins 1 en PA, bon ben voilà, on arrive sur quelque chose qui est certes pas forcément optimisé, mais sur la masse, vous allez pouvoir tomber quelque chose. Donc que ce soit un véhicule, un monstre ou autre. Forcément, bien entendu, vous n'avez pas que ça dans votre armée, donc ça vient se cumuler au reste. Ensuite, les unités fortes, il y avait les centurions, qui à mon avis sont toujours forts, mais qui vont baisser un petit peu dans la méta parce qu'ils étaient joués en Raven Guard, maintenant ils pourront plus s'infiltrer comme avant. Donc du coup, bon, on les verra un petit peu moins, mais les Centurions Dévastateurs, je pense, on va continuer à les voir, hein, les graves Centurions, ou même avec des bolters lourds en Imperial Fist. Ensuite, l'unité que je vois pas mal dans ma méta locale, c'est les agresseurs, qui du coup par pack de 6 peuvent proposer une douche de tir monumentale à votre adversaire. Donc bon, on va pas revenir sur tous les avantages du bolter, mais voilà. Donc une escouade va vous faire une centaine de tirs, alors certes avec une portée pas forcément énorme, mais avec les traits de chapitre qui vont bien. Par exemple, celui qui donne plus 3 pouces à la portée de vos armes, ça peut devenir assez sympa. Donc ça c'est les unités que je préfère. Bon, bien entendu, il y a le canon Thunderfire dont tout le monde parle, les répulsors aussi. Les transports primaris aussi sont forts, hein, parce qu'ils vous permettent de débarquer et charger, contrairement aux autres transports. Ils se déplacent vite, ils tankent, ils ont un réduit, ils peuvent avoir une vue à 4+. Donc tout ça c'est très très fort, ça permet de transporter des troupes de corps à corps, ou des lance-flammes, ou des agresseurs. Voilà. Les Dreadnoughts aussi sont sympas, un peu moins qu'avant, parce que forcément il n'y a plus la liste qu'on appelait Broviatan, hein, donc, la liste de Brohammer avec des Dread Léviathan. Bon, de toute façon c'est du fort joueur, mais voilà, on avait des Dread qui pouvaient devenir quasi immortels en Iron Hands. Ça a été un petit peu nerfé, pour moi ça reste toujours fort. C'est juste que c'est plus le truc le plus fort du jeu, mais c'est toujours jouable. Donc on a parlé des Illuminators, hein, qui vous permettent d'avoir des snipers, donc des snipers assez efficaces, qui tirent surtout sans ligne de vue, donc ça permet quand même beaucoup de choses d'un point de vue stratégique. Des petites unités de scouts, voilà, donc globalement pas mal d'unités, même si on revoit surtout les mêmes, hein, qui sont le maître de chapitre, les intercessors, etc. Et ensuite les avions en Iron Hands, on n'en voit pas tant que ça, mais c'est quand même très efficace. Ils ont l'avantage d'avoir des avions qui ont des armes lourdes, qui peuvent tirer sans malus quand ils se déplacent. Donc c'est très très fort. On va avoir des listes avec ne serait-ce que 4 avions qui proposent donc un déluge de feu assez important. Donc tout ça, ça va exister. Donc maintenant, on va parler un petit peu des chapitres qui vont nous intéresser. Donc on va parler un petit peu des Imperial Fist et successeurs. Moi j'étais très surpris donc de voir les Crimson Fist, qui en fait avec Pero Cantor sont très forts parce que vous allez avoir donc l'explosion sur les 6 de votre tir de bolter, donc pour créer des touches supplémentaires, donc qui vous donne avec le full reroll un taux de touche supérieur à 100% d'un point de vue statistique, enfin parfois supérieur à 100%. Donc ça c'est déjà très très fort, mais en plus Pero Cantor en fait il donne une attaque de plus aux unités autour de lui.
Et en fait, votre gros pavé d'intercesseur, maintenant, il va se retrouver avec 4 attaques chacun à la première phase de CAC. Et du coup, ça fait qu'une unité de 5, avec le sergent, elle a 21 attaques. Et forcément, comme elle est à côté de 200 mètres de chapitre, elle relance toutes les touches. Donc ça devient assez énorme, parce que vous allez arriver, par exemple, si vous chargez avec 18 touches de force 4, ce qui permet quand même de laver beaucoup de choses après vos salves de bolter. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je trouve assez sympa. En France, on les voit pas encore trop, ces listes, on commence à les voir en Angleterre et aux États-Unis. Et je pense que ça fait partie des choses à surveiller. Ensuite, bon, il y a le Blue Angel qui a été bien boosté avec le Psychic Awakening, toujours avec un grand coup de marteau tonnerre qui redevient fort. On a vu une victoire en tournoi d'un Blue Angel en Angleterre, d'un grand tournoi. Euh, on a ensuite les Iron Hands qui ont été nerfés. Les joueurs se plaignent beaucoup, mais, mais bon, ça reste quand même toujours très très fort. Un peu gunline dans mon sens, mais par contre toujours très fort. Ensuite derrière, on va avoir les Ravengard, donc qui ont subi un gros nerf, parce qu'ils peuvent plus infiltrer leur Centurion, donc du coup ils peuvent plus mettre l'Alpha Strike tour 1 des unités de Centurion, donc on se dit mince, bon, ils vont peut-être baisser dans la méta. C'est pas sûr parce que ce qu'ils faisaient avec les Centurions, ils pourront toujours le faire avec les agresseurs. Alors, bon, bah forcément, vous allez avoir des agresseurs qui tirent un peu moins loin, mais c'est pas grave, vous les infiltrez. Donc, je pense que ça sera légèrement moins efficace, mais ça va toujours rester dans le top tiers. Donc c'est un build qui va toujours rester. Ensuite, les Salamanders, on n'en parle pas tant que ça. Moi, j'en ai vu une fois en tournoi, et c'est assez fort en fait. Les lance-flammes, ça paraît situationnel, il faut savoir se placer comme il faut, mais le lance-flamme, ça reste quand même une arme qui est très forte en anti-aviation. Alors ça paraît con, mais forcément vous êtes sur de la touche automatique, donc tous les avions Eldar avec -2, -3 pour toucher, ben vous n'êtes pas embêté, il faut juste vous approcher, et puis vous pouvez les tuer à coups de lance-flamme. Donc quand vous avez une armée qui a beaucoup de lance-flammes et qui fait automatiquement 6 touches, ça peut devenir très très fort. Euh, Ensuite, bien entendu, les Salamanders, ils ont la possibilité de relancer un dé à chaque fois pour toucher, pour blesser. Et mine de rien, quand vous avez un marteau tonnerre dans chaque escouade, et ben ça peut faire la différence parce que ça va vraiment bien fiabiliser. Donc vous pouvez en faire une armée assez agressive. Vous pouvez les mettre dans les nouveaux transports primaris, rusher votre adversaire et vous allez être au corps à corps tour 2. Bien entendu, ça marche peut-être pas contre toutes les listes, mais autour d'eux, vous allez mettre une saucée de lance-flammes et de coups de marteau tonnerre qui pourraient potentiellement être assez méta. Ensuite, il y a les White Scars. Les White Scars, au début, on pensait que ça allait se jouer. Ça avait l'air assez fort dans le codex sur le papier. Maintenant, clairement, en tournoi, ça perce pas. Ça perce pas, à mon sens, parce que c'est moins fort que les autres codex Space Marine. Et du coup, ils n'arrivent pas à se hisser sur ce qu'on appelle les top tables, donc pour arriver dans les finalistes de tournoi, parce que clairement moins fort, moins fort que les Iron Hands à l'époque, moins fort que les Ravengard. Moi je pense que c'est toujours bien. Vous allez pouvoir vous amuser, vous allez avoir une armée très agressive, qui peut prendre la table, qui a des capacités pour un corps sympa, mais bon, c'est sûr, à mon avis, c'est moins fort que le Blue Angel. Donc voilà, ensuite, bon, il y a toujours les chapitres custom que vous pouvez faire, qui peuvent hériter des stratagèmes des chapitres qui vous intéressent, donc ça reste très fort. Et ensuite, il y a l'ultramarine, qui est, on va dire, un peu tiers moyen, mais dans les Space Marines. Et du coup, ça c'est quand même correct parce que forcément vous avez la meilleure faction du jeu et vous êtes dans la moyenne, donc voilà, ça reste très fort avec beaucoup de points de commandement. Gilliman, qui est à peu près jouable, mais qui est qui reste pas forcément mieux qu'un maître de chapitre classique avec un lieutenant, parce qu'il est quand même cher en points. Mais voilà, vous avez quand même une armée qui se place bien dans la méta. Et ensuite, on va parler d'un chapitre qui est même plutôt une faction à part entière, c'est les Grey Knights.
les Grey Knights qui devraient revenir, en tout cas selon certains, en ITC comme la meilleure armée à venir. Donc on a vu quelques grosses performances, hein. On a vu en France Aretas aller au BTC et ramener, je crois, 99 ou 91 points sur 100. Donc pour un codex qui vient juste de sortir, c'est pas mal. On a vu Lawrence Baker en Angleterre aussi arriver, je crois, deuxième à un tournoi avec les Grey Knights à leur sortie. On a vu Richard Sigler se monter une petite force et faire des tests de Grey Knights. Donc on sent bien que ça va être fort. Donc dans les builds, il y a quand même le classique bataillon, mais il y a aussi la brigade, hein, qui permet d'amener beaucoup de points de commandement. Donc récemment, il y a quand même eu un nerf. Donc, le point un peu négatif, c'est que les véhicules Grey Knight sont pas forcément... Ils sont jouables, mais pas plus, parce qu'ils ne bénéficient plus des traits, entre guillemets, traits de chapitre. Donc voilà, vous allez plus avoir vos volants à couvert. Par contre, ce qui marche bien, c'est la stratégie un peu Death Star avec des paladins. Donc il y a des gens qui jouent un pack, d'autres deux packs de paladins. Donc d'une dizaine, c'est très efficace. Il y a la partie aussi visée astrale, hein, qui permet de tirer à travers des murs, en tout cas sans ligne de vue. Alors, ça paraît pas si fort que ça en ETC, mais en fait, combiné au smite, etc., par équipe, vous êtes sûr de gagner automatiquement contre un démon. Avec le smite qui peut être boosté à plus d'une blessure, parce qu'il y a des sous-factions dans les Grey Knights, et vous pouvez avoir donc un détachement avec plus un pour blesser au smite, enfin plus un dégât au smite, et du coup vous avez des smites à dégâts 2. Et mine de rien, quand vous avez un MSU d'unité, ça peut commencer à être pas mal. En fait, ça veut dire que pour chaque smite, donc vous lancez 2 dés, hein, pour chaque 5 que vous allez faire, vous allez tuer un primaris. Et mine de rien, ça plus combiné au tir, etc., vous allez pouvoir faire un trou, voilà, un joli trou dans l'armée adverse. Alors forcément, c'est plus efficace contre les armées d'élite, hein, bien entendu. Si vous avez une horde de croûtes ou une horde d'orques, c'est pas les 2 dégâts qui vont faire grand chose. Bien entendu, vous restez une armée de en profondeur, donc toutes les armées qui couvrent le terrain sont un peu compliquées à jouer pour vous, mais je pense que ce codex-là va être vraiment top méta. En tout cas, on va voir comment ça se passe au déconfinement et les premiers tournois qui vont tomber. Mais il y aura des choses très très intéressantes à jouer, et on va voir du Grey Knight, ça c'est sûr. Voilà, ben, j'espère que l'analyse vous a intéressé, que soit vous avez appris des choses, soit ça vous a conforté dans votre position sur le jeu. Aujourd'hui, clairement, le Space Marine est au-dessus des autres. Il n'y a que l'Eldar qui, à mon sens, peut un peu rivaliser, même il est moins fort. On va voir ce qui va se passer à venir. Il y a quand même le taux qui a été un peu boosté. Il y a peut-être des builds qui peuvent faire mal à certains builds de Space Marine. On a quand même aussi quelques codex qui ont été boostés, quelques peut-être surprises à venir, hein. On verra ce que va devenir le codex Orc aussi, par exemple, hein, avec Gazgul, hein, qui est quand même sympa. Bon, après, est-ce qu'il est assez fort pour battre un codex Space Marine à lui tout seul? Je ne pense pas, mais peut-être on va revoir certaines armées, et voilà, peut-être que l'équilibre sera changé, mais en tout cas, c'est pas tout de suite. Donc, à la reprise, on verra beaucoup de Space Marine dans les tournois.